Lorsque l'on cherche à expliquer le rôle prépondérant des monopoles capitalistes dans l'exploitation des nations dominées, l'exemple qui nous vient généralement à l'esprit est celui de la United Fruit Company. En effet, durant les 19e et 20e siècles, cette entreprise américaine est parvenue à tirer des bénéfices si considérables et à s'assurer une position tellement hégémonique qu'elle en est arrivée à dicter entièrement la politique de la Colombie et du Guatemala. Et cela bien évidemment grâce ou plutôt à cause de l'exploitation féroce des travailleurs. Alors, certains pourraient être tentés de croire qu'une telle situation est exceptionnelle et limitée au cas particulier du précaré états-unien sur le continent américain. En réalité, et malheureusement, il n'en est rien, et cette situation peut et doit être comprise comme étant la conséquence logique de l'impérialisme. Et alors, rappelons brièvement la manière dont Lénine définissait l'impérialisme. Selon lui, l'impérialisme, c'est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux, et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. Et l'entreprise française qui s'est le mieux illustrée par cette exportation des capitaux et par cette exploitation massive des ressources, ainsi que des populations des États sous-développés, autrement dit notre champion national de l'impérialisme, eh bien c'est le géant pétrolier Total, anciennement connu sous le nom de Elf. En effet, cette entreprise appartient au club très fermé des 6 majors pétrolières, qui contrôlent à elle seule le marché des hydrocarbures à l'échelle mondiale. Ainsi, Total possède toutes les caractéristiques de l'impérialisme telles que présentées par Lénine. Parmi celles-ci, on peut citer le fait que l'entreprise détient une position monopolistique, le fait qu'elle s'inclut complètement dans le capitalisme financier, ou encore le fait qu'elle se caractérise par une recherche accrue de l'augmentation du taux de profit. Et si elle n'est plus à la tête du CAC 40 depuis 2017, la firme continue d'avoir un impact considérable sur la vie politique et économique en Afrique subsaharienne. Total demeure à ce jour l'un des groupes pétroliers les plus puissants du continent, où il réalise près du quart de ses bénéfices. Et cette situation de chasse gardée se manifeste concrètement dans les chiffres. En effet, 40% du pétrole exporté par Total depuis l'Afrique subsaharienne l'est en direction de la métropole. Un chiffre considérable quand on sait que le continent africain ne possède que 9% des réserves d'or noir de la planète. Mais la mainmise de Total sur le pétrole africain est loin d'être un phénomène récent et son histoire remonte aux années 30. À cette époque, les Britanniques disposaient d'importantes ressources pétrolières dans leur protectorat du Golfe, et les impérialistes français ont rapidement décidé d'investir l'Afrique occidentale, où les colonies étaient directement sous contrôle métropolitain. Et c'est dans les années 1950, c'est-à-dire avant que le processus de décolonisation n'ait commencé, que la plupart des forages pétroliers seront entamés. Cependant, les États africains sous domination française vont rapidement se voir octroyer leur indépendance par le président de Gaulle, indépendance qui ne sera que de façade malheureusement. Ainsi, la Guinée-Conakry obtient son indépendance en 1958, tandis que les autres États passent sous le régime de la communauté en 1960. Cependant, sous le régime de la communauté, la mainmise de la France sur les économies africaines se maintient. Le franc CFA, qui sert de monnaie commune, y est directement géré par la métropole qui en bat la monnaie et en fixe le cours. Et les entreprises françaises conservent un rôle considérable dans les États stratégiques que sont le Gabon, le Cameroun et le Congo-Brazzaville, et leur place prépondérante n'est aucunement remise en cause. Plus récemment, Total s'est assuré une sécurité supplémentaire, en diversifiant son activité africaine par l'entremise de filiales soumises au droit local. Ainsi, de nos jours, Total ne se charge plus seulement de l'extraction et de la distribution du pétrole. Son activité s'étend également à l'extraction gazière, à l'énergie solaire ainsi qu'à la production de biocarburants ou encore à l'éolien. Et nous pensons qu'il est nécessaire de resituer ces choix économiques et stratégiques dans le contexte de la guerre froide. Et dans ce contexte, c'est tout autant le camp socialiste mené par l'URSS que le camp capitaliste dominé par les États-Unis qui se prétend en faveur de l'autodétermination pour les nations africaines. Et si l'Union soviétique, dans la lignée des analyses marxistes et léninistes sur la question nationale, s'illustre effectivement dans son soutien au peuple en lutte contre l'oppression coloniale, dont les cas les plus emblématiques demeurent le Vietnam, l'Égypte et Cuba, les États-Unis, quant à eux, ne se sont opposés au colonialisme qu'en parole. Et en effet, en Afrique occidentale, par peur de la contagion socialiste, les USA mettent en œuvre leur doctrine du containment. Et les États-Unis attendent alors de la France qu'elle conserve son hégémonie en Afrique, afin d'éviter toute prise du pouvoir par des forces progressistes ou communistes, qui seraient naturellement plutôt tentées de rejoindre le camp socialiste. Et c'est donc ce qu'on pourrait appeler un espèce de jeu gagnant-gagnant qui s'instaure lors de la décolonisation. En effet, la France soutient la bourgeoisie africaine locale, bourgeoisie qui, si elle est officiellement titulaire du pouvoir politique, demeure strictement vassale de la France. Et en échange de cela, les entreprises françaises maintiennent leur présence sur place, sans que leur position monopolistique ne soit remise en question. La corruption bilatérale entre les élites africaines et les politiciens français ne tarde pas à prendre des proportions dantesques, comme nous l'apprennent les tristement célèbres réseaux de Jacques Foccart, alias Monsieur Afrique du président de Gaulle,
réseaux qui perdureront durant les mandats de ses successeurs. Et Total joue un rôle de premier plan dans cette politique mafieuse. Et c'est par exemple par l'entremise de Total que Omar Bongo, alors président du Gabon, a participé au financement occulte de divers partis politiques français, allant du Parti Socialiste au Front National en passant par le RPR. Et Total fournit également des sommes propres aux chefs d'État africains, qui viennent grossir leur caisse de campagne ou leur fortune personnelle. Et bien naturellement, la population locale ne voit jamais la couleur de cet argent sale. Et oui, car Total a tout intérêt à maintenir un statu quo en Afrique occidentale. En effet, la stabilité politique de la région assure la paisibilité de l'exploitation des ressources locales, alors à l'abri du danger que représenterait d'éventuelles nationalisations des compagnies pétrolières. Et à cet égard, le Gabon fait figure de cas d'école. La corruption de la famille Bongo et ses rapports vassaliques à la France sont de notoriété publique. Mais dans le même ordre d'idées, c'est Total qui a conditionné l'arrivée au pouvoir au Cameroun du président Amadou Ahidjo, puis du président Paul Biya, qui furent de dociles alliés de l'impérialisme français. Car lorsqu'il s'agit d'exploitation pétrolière, le Cameroun est un État charnière. Peu importe les répressions auxquelles se livrent ces chefs d'État corrompus, car le souci principal de Total, c'est de garantir une stabilité politique fondée sur des élites qui lui sont soumises. Et cette soumission des élites s'explique facilement. Elles savent qu'elles doivent leur position à Total et lui sont donc redevables. En 1997, Total a également financé les milices Cobra de l'ancien président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, afin de lutter contre les milices Zulu et Ninja de Lissouba et de Kolela, ces derniers représentant alors le gouvernement légal de la République du Congo. Finalement, l'aide logistique fournie par Total a permis à Sassou Nguesso de triompher. Et le prix de tout cela, ce fut une guerre civile qui a ravagé le pays et a causé la mort de 400 000 Congolais pour la seule année 1997, soit 10% de la population du pays. Et il nous semble également nécessaire d'évoquer la dramatique guerre du Darfour. Cette guerre débute en 2003 et oppose le gouvernement soudanais, soutenu par l'impérialisme français, aux rebelles financés par les impérialismes américains, britanniques et israéliens. Et derrière ce qui fut qualifié de crise humanitaire par George W. Bush, et que les ONG atlantistes n'hésitent pas à qualifier de génocide, se profile en réalité une lutte inter-impérialiste pour l'accès aux ressources pétrolières. En effet, les sondages réalisés par les géologues français durant les années 1980 ont permis de démontrer que le Soudan disposait de la plus grande réserve de pétrole inexploitée d'Afrique. Et c'est donc pour obtenir une position monopolistique dans cette région que les puissances impérialistes rivales se sont affrontées par l'intermédiaire de proxy, plus particulièrement en finançant différents groupes rebelles. Mais la triste réalité, c'est que derrière les rivalités impérialistes, au sein desquelles la presse bourgeoise et les ONG atlantistes identifient les bons et les mauvais comme s'il s'agissait d'un nanar hollywoodien, eh bien ce sont plusieurs dizaines de milliers de morts qui se profilent. Nous l'avons dit précédemment, Total aspire activement à une certaine stabilité politique dans les anciennes colonies françaises. Et pourtant, l'entreprise n'hésite pas à soutenir activement certains mouvements indépendantistes, au sein d'États faisant partie de la sphère d'influence d'une puissance impérialiste rivale, et cela souvent au prix d'un coût humain exorbitant. Ce fut par exemple le cas au Nigeria, qui est une ancienne colonie britannique, où Total a joué un rôle actif dans la guerre du Biafra, en soutenant activement la sécession du général Ojukwu. Et ce conflit a rapidement dégénéré en guerre ethnique sanglante, opposant les Igbo, qui sont l'ethnie majoritaire du Biafra, dans l'est du pays, à l'alliance entre les Haoussa et les Yoruba, composés de musulmans du nord et de chrétiens animistes de l'ouest. Et l'État français a rapidement répondu aux demandes pressantes de Total, en souhaitant la création d'un Biafra indépendant. Mais l'enjeu véritable, c'est bien évidemment la richesse pétrolière de la province, où l'on a découvert d'importantes réserves d'or noir peu avant l'éclatement du conflit. Et encore une fois, cette guerre a conduit à un désastre humanitaire considérable. Ainsi, une famine n'a pas tardé à éclater au Biafra, et ce sont près d'1 million de personnes qui sont mortes pour des raisons de malnutrition ou de maladie. S'agissant de mouvements indépendantistes, Total a également soutenu la sécession du Katanga, territoire que l'entreprise cherchait à soutirer à l'influence du progressiste Patrice Lumumba, ce dernier étant parvenu au sommet des affaires au Zaïre. Ainsi, le soutien de Total à Moïse Tsombe, qui était alors président autoproclamé du Katanga, a perduré jusqu'à la fin du conflit en 1963, conflit qui s'est soldé par une défaite du mouvement indépendantiste. Malgré tout, Moïse Tsombe se voit attribuer le poste de Premier ministre par le nouveau président zaïrois, à savoir Joseph Désiré Mobutu, qui était bien plus atlantiste que son prédécesseur. Mais Total ne se contente pas d'intervenir dans les anciennes colonies françaises. Elle est également à l'œuvre en Angola, où se concentre une grande partie des richesses pétrolières de l'Afrique, ainsi qu'au Nigeria ou encore en Libye. En effet, en Libye, Total n'est pas étrangère à la guerre civile qui a éclaté en 2011. Et l'un des premiers occidentaux qui a été présent à Tripoli pour assurer son soutien aux insurgés libyens n'était autre qu'un représentant de l'entreprise Total. La promptitude du gouvernement français à soutenir les rebelles peut également s'expliquer par la volonté de Total de s'assurer les faveurs du nouveau régime.
Et comme par hasard, à l'issue de la chute de Kadhafi, le prix du baril de pétrole a augmenté. Et là encore, on peut penser que les calculs visant à la maximisation des profits capitalistes ont engendré une guerre civile. Guerre civile qui, encore aujourd'hui, continue de déstabiliser la région. Voilà, donc je remercie notre camarade des JRCF Shannon, à qui on doit ce travail, et je vous invite à aller voir ses autres productions sur notre blog, tous les liens sont dans la description.